Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Tout de suite, place à notre expert. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Christelle pour un sujet qui me tient à cœur, à vrai dire, il faut le dire, et puis qui est clairement symbolique aussi en ce mois d'octobre. Christelle, écoute, merci à toi pour ce temps, puis je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Merci Charlène de m'accueillir. Je m'appelle donc Christelle, je suis aidante auprès de ma mère, qui est une dame octogénaire et qui a aujourd'hui des troubles neurodégénératifs, donc une démence sénile. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, dans cette nouvelle phase de ma vie, la question du deuil s'est présentée à moi, mais de plein de manières et pas seulement de la manière que j'imaginais, à savoir la fin de vie de ma mère, mais plein d'aspects. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai découvert ton podcast, tout ce que je proposais, je me suis dit waouh, c'est dingue parce que effectivement, il y a plein de façons de voir le deuil et moi je le voyais que de la façon entre guillemets classique, alors qu'en fait, il y a plein de manières de voir le deuil. Donc je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, la question du deuil, des deuils chez les aidants. Ouais, merci pour cette belle présentation. Ça me fait écho à un épisode que j'avais enregistré avec Caroline, notamment sous ce terme de témoignage que tu connais d'ailleurs, de Renouveau Coaching, qui ont fait un coucou au passage. Et où on avait parlé notamment des deuils sur le chemin de la proche aidance. Et on va dire l'angle qu'on avait envie de prendre aujourd'hui, notamment, c'était celui des entreprises. Mais avant de parler peut-être de la proche aidante dans le cadre des entreprises, est-ce que tu peux nous redéfinir, selon toi, un petit peu avec tes termes, c'est quoi un petit peu la proche aidance, que ce soit clair dans l'esprit de chacun et de chacune? Alors, la proche aidance, qu'on peut aussi appeler on peut dire l'aidance, c'est le fait de prendre soin d'un proche. Hein. Donc, le plus souvent, ça va être quelqu'un de sa famille. Donc, ça peut être un mari, un conjoint, une conjointe. Ça peut être un frère, une sœur, un parent. Donc, c'est très souvent dans la fratrie ou un enfant dans la famille qui va être ou naître avec peu ou pas d'autonomie. Donc, soit il y a une perte d'autonomie, c'est mon cas par exemple avec ma mère, qui est une dame du fait de cette démence sénile qui est en perte d'autonomie, notamment cognitive et puis aussi maintenant au niveau moteur. Mais ça peut être aussi, on peut être aussi parent aidant, parce que soit un enfant va développer un handicap, soit il va naître porteur de un ou plusieurs handicaps qui vont altérer très très fortement son autonomie et faire qu'il va avoir besoin d'une aide. Et ça peut être aussi, comme je disais, un oncle, une tante, un grand-père, un frère, une sœur, un conjoint, maladie. Et ce proche, on va s'en prendre charge de choses dont il ne peut plus gérer par lui-même. Donc c'est quelque chose, la proche aidance, c'est quelque chose qui peut arriver une fois ou plusieurs fois dans la vie, à plusieurs moments dans la vie. On peut être aidant, à la fois aidé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler du fait du vieillissement de la population, qui fait qu'on entend beaucoup parler d'aidance. Mais l'aidance, c'est quelque chose qui a toujours été. Et quelque part, les premiers aidants, ce sont les aidants de leurs enfants, les parents aidants ou les aidants de conjoints. Mais l'aidance a toujours été là, mais elle prend une proportion, une plus grande visibilité du fait du vieillissement de la population.
Ouais, exactement. Et justement, c'est cette notion de visibilité qui va nous amener aussi à en parler dans le cadre des entreprises, sachant que les entreprises évoluent elles-mêmes, avec ces notions de RSE, de QVCT, enfin voilà, de bien-être au travail. C'est des choses qui prennent de plus en plus de place et de poids, et tant mieux, disons-le. Euh, Justement, tu disais prendre soin et prendre en charge. Donc, il y a cette notion aussi de temps qui est différent. Il y a du temps qui est pris pour ces activités-là, pour ce rôle, parce que pour moi, il y a réellement cette notion de rôle de proche aidant. Et on parle du coup de salariés aidants, notamment quand c'est dans le cadre du travail. Et comme tu l'as dit, ça peut arriver une ou plusieurs fois au cours d'une vie. Et j'ai envie de dire, on passe quand même une bonne partie de notre vie au travail, qu'importe qu'on soit à son compte ou qu'on soit salarié d'une entreprise. Mais en tout cas, il y a cette notion où on peut, on le souhaite à personne, on est d'accord, mais on peut et on a ce risque d'être confronté à un moment ou à un autre à ces notions de proche aidance, notamment dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu as déjà envie de nous dire un peu dans le cadre de la proche aidance en entreprise? La proche aidance en entreprise, c'est un angle mort. C'est comme si l'entreprise avait l'impression que ses salariés n'avaient pas une vie à l'extérieur, ou que cette vie à l'extérieur n'était faite que de moments plaisants. Or, la vie d'un salarié, enfin la vie de toute personne, c'est des moments avec des choses dites positives et d'autres choses moins évidentes, comme le fait d'être confronté à la maladie, la sienne ou celle de proches. Et forcément, lorsqu'on est confronté à la maladie, à la perte d'autonomie, notamment si c'est un proche, ça va venir nous impacter, nous, salariés aidants, ou une personne qui est, comme tu dis, on peut être à son compte, mais ça va venir, en tout cas, impacter le cadre professionnel. Pourquoi ? Parce que il faut pouvoir se libérer pour accompagner notre proche à des rendez-vous, parce qu'on a appelé en urgence, parce que des rendez-vous bancaires, parce que, etc., etc., etc. Or, lorsqu'on est en emploi, forcément, ça va venir percuter le temps du travail. Et j'emploie ce mot à dessein. Ça vient vraiment aujourd'hui percuter parce que, en tout cas, en entreprise, il y a vraiment cet angle mort qui est de refuser de voir ou d'accepter qu'un salarié, il peut avoir des obligations en dehors du travail, et qui sont des obligations sur lesquelles lui-même il n'a pas de prise. Et c'est pas comme, j'ai envie de dire, juste un rendez-vous médical pour soi, qu'on peut bouger, qu'on peut déplacer. Quelqu'un qui est une personne, on appelle ça un aidé, une personne qu'on aide, il va avoir plein d'impondérables. Je prends l'exemple de ma mère. À un moment, elle a quitté son EHPAD pendant 72 heures. Enfin, je suis désolée, mais évidemment que c'est passé au-dessus du temps de travail. Où tout d'un coup, on vous appelle, votre enfant, je sais pas moi, il fait des crises d'épilepsie, on vous appelle, on vous dit, là, il faut absolument que vous veniez. Évidemment que le parent, il y a de grandes chances pour qu'il quitte tout de suite son activité professionnelle pour se rendre auprès de son enfant, ou pas, ou trouver d'autres solutions. Mais aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises que je fréquente, dans lesquelles j'interviens, même celles dans lesquelles je travaille, aujourd'hui, quand même, la tendance est plutôt à l'angle mort. C'est plutôt, on fait en sorte de ne pas avoir cette réalité. Lorsqu'on est confronté aux salariés aidants, soit on va les mettre dans des placards, soit on va leur dire, dans des placards professionnels, soit on va leur dire, écoute, reste chez toi, reste chez toi, quoi, mets-toi en arrêt, prends des jours, etc. Donc, il y a vraiment un angle mort. Il y a une volonté de ne pas voir, cachons cette réalité qu'on ne saurait voir, quoi. Ouais, justement, je trouve que le mot, tu as parlé du mot impact et tu as parlé du mot percuter. On sent qu'il y a cet avant-après, cette notion réellement de changement. Et bon, auditeurs et auditrices le savent, mais voilà, moi, sur ce podcast, toute notion de changement, pour moi, est un deuil plus ou moins simple à naviguer, plus ou moins simple à traverser, plus ou moins simple à accepter. Mais il y a cette notion de deuil, cet avant-après. Et je dis que l'après peut aussi être une renaissance, et on le verra notamment dans le cadre des entreprises. Il y a comme un changement de prisme, un changement de point de vue. Tu dis angle mort,
le fait de poser aussi la vision sur certaines choses, et on y vient juste après dans qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait se faire différemment avec des pistes de réflexion. En fait, c'est ce qu'on avait aussi envie d'apporter, hein, nourrir cette réflexion. Et juste dans cette notion de deuil, ce que j'avais envie de rajouter et qui fait écho à ce que tu disais, pour moi, il y a un peu deux deuils qu'on peut identifier. Le premier, ça va être le deuil du quotidien, en fait, pour l'aidant, où il y a ce changement, cet avant-après, ces nouveaux rôles, ces nouvelles missions, cette nouvelle notion du temps, qui est un deuil, voilà, à accepter, ou en tout cas à réussir à faire d'une certaine manière, comme tu as dit, par exemple, l'exemple d'un parent envers son enfant pour aller au chevet de son enfant si tel était le besoin, ou de faire autrement. Mais il y a cette notion où, voilà, faut faire autrement, faut faire quelque chose. Et il y avait la notion de deuil blanc. Tu parlais justement de l'exemple de ta maman avec ce côté sénile, qui peut être aussi un deuil à venir, qui est là pas dans la notion du temps, c'est pas quelque chose qui est réellement palpable, mais c'est plus en termes émotionnels justement pour la personne qui est aidante, où ça vient aussi impacter et où on a ce lien et cette relation à la personne qui est différente. Pour petit rappel pour les personnes, le deuil blanc, c'est vraiment notamment de base, ça vient de la maladie d'Alzheimer, de personnes qu'on connaît qui sont physiquement toujours en vie ou qui vont être sur une fin de vie. On sait qu'elles vont partir dans les heures, jours, mois ou semaines à venir, mais on ne reconnaît plus totalement la personne qu'on a en face de nous et on a l'impression, on parle aussi parfois de pré-deuil. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en filigrane, qui parle justement de cette notion aussi des émotions, de la vulnérabilité, de l'impuissance. Et du coup, j'y viens un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui finalement dans les entreprises? Qu'est-ce que toi tu constates? C'est quoi cet angle mort et quelles conséquences finalement à cet angle mort afin qu'on puisse après proposer, en tout cas suggérer des pistes de réflexion? Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation, parce que comment on pourrait anticiper? Eh bien, un salarié aidant, un aidant, c'est quelqu'un qui va être plus fréquemment confronté au deuil qu'un salarié classique. Donc, à partir du moment où on a un salarié aidant, une entreprise pourrait se dire, OK, je sais que ce salarié est aidant, donc il risque d'être confronté davantage à des situations de deuil, de décès, aussi de deuil blanc. Et ce que tu disais de transition, moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que je l'ai vécu, mais à l'époque je ne savais pas tout ça. J'ai appris en marchant, c'est-à-dire que devoir recomposer, comme tu dis, il y a un avant, un après, et en fait les transitions, on n'est jamais prêt. En fait, on voit l'avant, on voit l'après, mais la transition, on sait pas, on n'a même pas idée de la transition. Donc, un salarié aidant, c'est un salarié qui va devoir faire des transitions. À quel niveau? Soit en termes organisationnels, soit des fois même en termes de fonction, de métier. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais manager, je pouvais plus occuper cette fonction-là, ça devenait trop compliqué. Donc, en plus du deuil blanc que je constate avec ma mère, et je savais pas mettre ce mot sur ça, mais donc d'une personne qui n'était plus la mère que j'ai connue, il fallait aussi que je fasse un deuil professionnel, parce que j'ai pris la décision de changer d'activité parce que c'était plus possible. Donc ça a été aussi un deuil. Et je me dis, une entreprise qui se dit, attends, j'ai un salarié aidant, ça veut peut-être dire qu'il va falloir qu'il change d'activité ou d'organisation. C'est peut-être un salarié aidant qui est confronté effectivement à des nouveaux rôles dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Donc, comment on pourrait lui faciliter les transitions, et pas juste pour faire le bien, parce qu'il y a ce côté oui, mais c'est important. Non, c'est aussi juste d'un point de vue extrêmement business, parce que si on facilite les choses à la personne aidante, cette personne aidante, elle va être amenée à moins s'absenter, à être donc plus productive. Ça va éviter à l'entreprise de devoir embaucher une nouvelle personne, de faire ce qu'on appelle l'onboarding, donc de devoir former une nouvelle personne, etc., etc. Donc, les compétences que cet aidant a, il peut continuer à les solliciter. Donc, j'ai envie de dire, l'entreprise, elle s'épargnerait beaucoup de choses. Mais comme aujourd'hui, il y a cette volonté de dire, en gros, soit tu as un salarié, entre guillemets, parfait, c'est-à-dire sans difficulté, soit sinon, excuse-moi, mais moi, j'ai pas envie de t'avoir dans ma masse salariale, ou en tout cas, tu te mets en arrêt, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est un mauvais calcul, parce que l'entreprise, elle se prive, elle se met plus à long terme, elle se met plus de balles dans le pied, surtout quand on connaît les difficultés actuellement en termes de recrutement, de fidélisation. Donc, il n'y a pas cette dimension d'anticipation. Une autre chose qui, moi, me choque, mais parce que moi, je l'ai vécu,
et aussi parce que j'ai d'autres collègues qui m'en parlent, c'est qu'il n'y a pas de dispositif RH type, tout est segmenté. C'est tes parents aidants, ton enfant est porteur de handicap, tes parents aidants, tu vas avoir des jours de congé. Ok, peut-être. Déjà, c'est pas la seule chose dont tu as besoin. Mais s'il est amené à décéder, il faut encore que tu fasses une démarche, etc., etc. Donc tout est siloté. Il n'y a pas une dimension globale, même pour la transmission des pièces. Il n'y a pas non plus de sensibilisation des équipes pour dire, écoutez, vous êtes salarié aidant dans l'équipe, ou peut-être dans l'équipe il y a des salariés aidants. Voilà la réalité de ces publics, voilà ce qu'ils peuvent rencontrer, voilà ce qui est préconisé de faire et de ne pas faire, parce que on n'a pas la science infuse. Moi, avant que je devienne salarié aidant, je me rendais pas compte que moi je disais souvent si j'étais à ta place, non, en fait c'est typiquement les choses qu'il faut dire à personne, et encore moins un aidant, quoi, parce que l'aidant il passe sa vie à trouver des solutions, et quand tu as des gens qui ne vivent pas sa situation et qui prétendent la connaître mieux qu'eux, si tu veux, ça les fait disjoncter. Donc, dans ces dimensions-là, il n'y a pas de parcours pour se dire j'ai un salarié aidant, il va être plus confronté au deuil, donc comment je lui flèche, comment j'imagine d'autres parcours professionnels, comment je simplifie les démarches pour lui, comment je vais au devant de ses besoins. Et je le dis encore une fois, ce n'est pas par sentimentalisme ou par paternalisme, c'est juste une question business. Comme m'avait dit un de mes managers, il m'avait dit, mais écoute, t'inquiète pas, on va gérer, même si on va trouver une façon de gérer pour que tu puisses à la fois faire le boulot et t'occuper de ta mère. Et il m'a dit, parce que moi, j'ai besoin de toi. Voilà, la personne, elle avait été extrêmement claire. Mais carrément, il y a une double facette, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a ce côté business où c'est quelque chose de positif pour les entreprises. Et puis, c'est clairement humain. Tu donnais le côté, oui, si cette personne, elle est finalement accompagnée, soutenue, et ben du coup, elle va avoir moins tendance à s'absenter. Moi, je vais aussi plus loin en me disant, elle va plus avoir ce côté à porter un message en disant, mon entreprise me soutient là-dedans, mon entreprise a mis en place certaines choses, et je vais pas développer pour l'instant parce qu'on va revenir sur ces certaines choses qui peuvent être mises en place. Je fais un petit peu de suspense pour que les personnes continuent d'écouter notre épisode, mais justement, il y a ce côté d'être ambassadeur ou ambassadrice, en fait, d'une certaine manière de son entreprise, et des actions qui sont mises en place à l'intérieur, et à l'inverse, de ne pas avoir les conséquences négatives de cette absence de parcours, comme tu me disais, de cette absence de repères, de cette... en fait, on s'aveugle, en réalité, on ferme les yeux sur toutes ces choses-là, alors on sait que c'est là, et ce qui vient renforcer la vulnérabilité, notamment aussi des aidants, comme tu disais, la notion aussi de charge mentale avec tous ces documents, cette notion de solitude aussi, je parlais de soutien, à l'inverse du soutien, ça peut être une solitude quand il n'y a rien qui est mis en place, ce qui fait que ça peut être d'autant plus difficile de garder un lien à son travail et à son entreprise, alors qu'en réalité, sans être dans le monde des bisounours, un petit peu comme tu dis, on n'est pas obligé de faire un sentimentalisme plus. On parle là juste d'humanité, en réalité, c'est juste ça. Hein. Non, mais totalement. Et c'est vrai que c'est d'autant plus choquant quand les entreprises, elles sont là à te rabattre les oreilles avec leurs valeurs. On est bienveillant, on est ceci. Mais en fait, les valeurs, elles ne sont réelles que lorsqu'elles sont incarnées. Tu peux pas dire tu es quelque chose. Mais oui, je veux dire, on est tous bienveillants jusqu'au jour où en fait on fait quelque chose qui ne l'est pas. Donc j'ai envie de dire plutôt de dire les choses, faites les choses. Vraiment, j'ai des exemples très concrets. Une collègue qui son père décède, il a fallu qu'elle, il faut qu'elle demande pour que les aides soient débloquées. Et puis tu as toujours un temps administratif. Ah ben non, on peut pas parce que là c'est le jour férié. Ah ben parce que c'est ceci. Ah ben parce que c'est cela. Non, en fait, son père décède. On déclenche, elle donne le papier. On déclenche les aides et c'est pas à elle de demander les congés, le surplus financier, le ceci, le fait qu'on va l'inscrire dans ses documents administratifs, c'est pas normal. Je veux dire, comme les impôts. Je veux dire, les impôts, ils ont trouvé un moyen. Aujourd'hui, tu rentres sur impôts.gouv, ils ont tout simplifié. Je veux dire, ils ont tout mis en lien en réseau. Aujourd'hui, il y a cette absence de mise en lien en réseau qui fait qu'aujourd'hui, les aidants, les salariés aidants, ils ne vont pas trouver les informations parce qu'ils iraient sur leur intranet ou demander au service RH.
c'est entre salariés aidants qu'on se refile les infos. Donc un tel va dire mais tu sais pas qu'en fait tu peux demander ça, hein. En fait, c'est pas possible, pas au 21e siècle, c'est pas possible. Et ça renforce de ne pas simplifier la vie d'un salarié aidant. Ça fait quoi? C'est que ça renforce sa vulnérabilité. Et comme tu le dis, ça crée moins d'attachement à l'entreprise. Alors qu'à l'inverse, je connais des entreprises qui le font, qui sont, elles, dès que tu as dit que tu étais salarié aidant, en gros, ils te déclenchent la machine de guerre. Je te dis, en termes d'attachement à la boîte, mais il est puissance 1000, puisque ton employeur, là où tu passes quand même les 3/4 de ton temps, tu vois, il t'a tout simplifié. Mais derrière, t'es ultra attaché, comme tu dis, t'es un ambassadeur de folie, et tu donnes le meilleur de toi parce qu'on t'a tendu la main dans un moment où tu étais au plus bas. Carrément. Et du coup, tout le monde y est justement gagnant. Et j'aime bien, tu dis, il y a des entreprises qui te déclenchent cette machine de guerre. Ça veut dire que, par définition, elles y ont pensé avant. Et en fait, c'est vraiment la logique qu'on avait envie de proposer. Si on devait le dire en une phrase, je pense que ce serait ça, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et je pense que c'est valable dans tout. Cette phrase, on l'entend pour beaucoup depuis qu'on est gosse. Et ben justement, dans cette logique du mieux vaut prévenir que guérir, qu'est-ce que tu as envie de nous partager qui serait nécessaire? En fait, c'est un peu sensibiliser les entreprises au fait d'avoir un rôle soutenant, vu que là, on a montré les conséquences du fait de ne pas être soutenant. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour être soutenant? Et puis, finalement, du coup, les bénéfices qui seraient ce qu'on a dit, ce côté ambassadeur, ce lien, cet aspect business. Et encore, les bénéfices ne sont pas totalement tous explicités, mais on pourrait y revenir si besoin. Alors, j'ai travaillé comme attachée de presse de crise. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette expérience professionnelle, c'est que tu réponds, tu gères des crises, donc je répondais aux médias, mais on passait aussi un temps important à imaginer des situations et surtout à imaginer les réponses et les dispositifs. Donc c'est vrai que moi, c'est une tournure d'esprit que du coup me vient assez naturellement, mais qu'on pourrait mettre en place pour les salariés aidants et pour que les entreprises elles puissent imaginer des dispositifs. Donc, se dire bon, j'ai un salarié qui est aidant, qui m'annonce qu'il est proche aidant, se dire ok, quelle situation de crise mon salarié pourrait rencontrer et moi entreprise je pourrais rencontrer. Et qu'il soit sur des postes éminemment stratégiques, mais il doit s'absenter. Et comment je fais? Ça veut dire que si je sais qu'il est salarié aidant, je vais former d'autres personnes pour qu'il y ait un backup. Alors, tout ce qu'on dit va sembler très évident. Malheureusement, ce sont des choses qui ne sont pas mises en place dans les boîtes. Donc, ça pourrait être formé. Comment, pardon? C'est peut-être ça le pire, c'est que ça paraît simple et évident. Ça paraît tout le monde dire, mais attends, évidemment, oui. Pas du tout. Mais tu vois, t'as un salarié aidant, mais pas en place, quoi. Mais pas du tout mis en place. Donc, ça pourrait te dire, ok, il est salarié aidant, il peut s'absenter du jour au lendemain ou devoir partir. Je dois baquer son activité, se dire qu'il y a une autre personne en capacité de reprendre. Mais je dois aussi faire en sorte qu'il ait le plus de souplesse pour qu'il n'ait pas à s'absenter, pour qu'il n'ait pas à devoir quitter l'activité. Donc, là, l'entreprise, elle peut réfléchir avec l'aidant ou avec les salariés pour dire, écoute, qu'est-ce qui sera intéressant? Parce qu'on croit que c'est des choses extraordinaires que veulent les salariés aidants. Les salariés aidants, ils veulent pas des choses extraordinaires. Ils veulent de la souplesse. C'est-à-dire, ils veulent pas rester chez eux avec la personne dont ils ont à prendre soin ou prendre charge parce que nous sommes des êtres pluridimensionnels. Moi, comme je dis souvent, j'adore ma mère, mais la personne qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas la personne que j'ai connue. Donc, c'est autre chose, c'est notre relation. Et donc, j'ai envie de dire, rester avec elle où elle répète 10 fois, 15 fois les mêmes choses. Au bout d'une heure, moi, je ne peux plus. Donc, je suis très contente de pouvoir retourner au travail ou retourner dans d'autres aspects de ma vie pour pouvoir, pour pouvoir juste être moi, juste être nourri. Donc, un aidant, il veut pas être H24 avec son proche. Il veut y être quand il faut, mais il veut aussi être au travail, au sport, avec des amis, etc. Donc, c'est de se dire, ok, mon salarié, il est aidant, il est sur des activités parce qu'en fait, on croit que les aidants, on peut facilement les remplacer, mais non, parce qu'à ce moment-là, tu te rends compte qu'ils faisaient des choses qui sont importantes. Donc, c'est se dire, ok, il peut s'absenter,
qu'est-ce qui pourrait faire qu'il s'absente pas? Donc on lui demande, en fait, il va dire, moi je vous donne souplesse tel jour, à telle heure, ou parce que j'ai tel rendez-vous. L'aidant, il va dire quoi? Il va dire, moi j'ai besoin qu'on m'aide sur les démarches administratives. Donc moi je dis souvent aux entreprises, mais plutôt que de donner des jours aux aidants ou de dire vous donnez des jours, parce que toutes les entreprises, elles sont là, oui, le don de jour, le don de jour. Donc je le rappelle, le don de jour, c'est une obligation légale. C'est-à-dire que les entreprises, elles l'ont pas mis en place. C'est dans la loi, elles sont dans l'obligation de le mettre en place. Donc toutes les entreprises qui font, oh mon Dieu, j'ai mis le don de jour en place, en fait, elles ont rien mis en place, c'est une obligation légale. C'est comme il y a un feu rouge, tu t'arrêtes. Il y a pas besoin de te lancer des fleurs parce que tu t'arrêtes à un feu rouge. Pas transcendant, quoi. Oui, non, mais voilà. En plus, les dents, c'est pas des jours qu'il veut. Moi, je me souviens, j'étais confrontée à ça avec ma sœur parce que je suis aidante avec ma sœur. On devait appeler des médecins, des spécialistes. Mais tu fais ça quand? Tu fais pas ça à 19h. Tu fais ça pendant le temps de travail. Donc, une entreprise qui mettrait des solutions de facilitation administrative, ça pourrait être des choses intéressantes. Autre chose qui pourrait être aussi intéressant, ça pourrait être de l'ordre, tu l'as dit, on peut être isolé, on peut se retrouver émotionnellement très contraint. Et ben c'est de se dire, ok, est-ce que ça pourrait être intéressant de mettre en place quelque chose de l'ordre du soutien psychologique? Parce que, comme tu dis, c'est une transition, c'est un deuil. Et donc, un deuil, en fait, on est perdu. Et donc, c'est important des fois d'avoir quelqu'un d'externe pour que la personne elle puisse t'aider un tout petit peu à naviguer et juste te dire, tu vas mal, c'est normal, c'est pas grave. Ton problème, c'est pas une anomalie, c'est normal. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça qui pourraient être mises en place, que les entreprises, quand il y a eu les attentats, on a mis en place des permanences de soutien psychologique. Les villes le font, les villes qui sont confrontées par exemple à des fusillades, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, au moins sur nos contrées. Elles mettent en place des choses de cet ordre-là parce qu'en fait, on se rend bien compte que quand tu es confronté à un événement exceptionnel, t'as beau être un être humain avec toutes les capacités de résilience, etc., très souvent, il faut qu'on t'aide. Ça pourrait être des groupes de soutien, de répit, des choses de l'ordre de la plateforme de soins à domicile, parce que on en revient à ça. Trouver des gens te disent, oui, t'as qu'à demander, t'as qu'à prendre une aide à domicile. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait, d'appeler? Les aides à domicile, c'est un métier en tension. Donc, ça veut dire que pour trouver, c'est difficile. Si une entreprise, elle avait des partenariats, des choses comme ça, tu vois, tu vois, et on peut imaginer plein d'autres choses, mais tu vois, sur des fondamentaux de choses qui existent déjà, donc du soutien entre aidants, acheter des places de répit, de l'aide administrative, déclencher automatiquement les aides, pouvoir dire, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas devoir t'absenter, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre le poste. Et comme une femme enceinte, on va dire, et t'inquiète pas, quand tu reviens, le poste, il sera toujours à toi. Ce qui fait que l'aidant, il s'absente, mais en confiance. Parce que moi, je me souviens le nombre de fois où je suis partie et je me disais, non, mais de toutes les façons, on va me remplacer. Mais mon manager, lui, il m'a dit, non, on va pas te remplacer. Il me fait, mais ça va me faire perdre un temps de folie. Donc, il me dit, on va s'arranger. Mais tu vois, mais quand on te le dit, ça change tout, en fait. Donc, tu vois, comme tu dis, mieux vaut prévenir que guérir. Et si on a réfléchi à tout ça, quand les équipes RH, les équipes managériales, elles sont confrontées à l'aidance, en fait, tout le monde est armé et la transition, elle va se passer plus en douceur, selon moi. Non, mais carrément, je suis carrément d'accord avec toi. Et moi, c'est ce que je prône aussi. C'est-à-dire que, pareil, par rapport au deuil, en fait, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, mais on se dit, bon, c'est toujours chez les autres ou on veut pas le regarder parce que, oui, c'est pas des moments fun. Enfin, clairement, disons-le, c'est pas des moments fun. Mais j'aimais beaucoup ton exemple quand tu parles des mises en situation par rapport à des situations de crise ou les exemples d'alarme incendie. On sait que le jour où l'alarme incendie, c'est pas pour du beurre, c'est pas fun. Ça annonce pas un bon moment. Mais on est content de pouvoir être préparé et de savoir où est-ce qu'il faut se réunir, par quel endroit on sort, etc. Alors oui, parfois, quand il faut faire tout un truc d'alarme incendie, de test dans une entreprise, c'est chiant, ça fait perdre du temps et tout le bazar. Il y a que quand on était gosse à l'école ou au collège qu'on était content parce que ça nous faisait zapper un peu des cours. Mais sinon, la plupart du temps, c'est chiant. Mais c'est des dispositifs qui sont en place. Et donc, du coup, le fait de pouvoir y penser, ça nous invite à devoir poser un regard dessus. Et donc, ça nous permet, si on pose ce regard, d'éviter d'être dans l'urgence et de pouvoir, comme tu dis,
En fait, c'est d'avoir des actions, d'avoir un sac à outils, un sac à dos, en disant, avec différentes ressources et selon les situations, puisque les situations de chaque personne sont aussi individuelles, et tu l'as très bien exprimé en disant, de quoi cette personne a besoin, en fait, en tant que salarié aidant, de quoi il ou elle a besoin. Est-ce que il ou elle a besoin de passer plus de temps avec ses proches, d'administratif? Enfin voilà, il y a des situations qui sont aussi, même s'il y a des grands repères, il y a aussi des choses qui sont personnelles, et c'est là la notion d'humanité. C'est pas le côté réellement bisounours, c'est vraiment pas ça qu'on a envie de partager, c'est vraiment ce côté humain. On en avait parlé, je t'avais partagé cette phrase-là qui pour moi est courte mais veut tout dire, c'est « vos salariés sont avant tout des êtres humains ». En fait, c'est ça, je crois, le plus important. Si moi je devais résumer en une phrase notre épisode et notre échange, c'est ça. Parce que on oublie que ils sont pas juste là pour la productivité, remplir vos petites tâches, vos to-do list, faire votre marketing, votre compta ou je ne sais quoi. Non, en fait, ils ont une vie, et ces notions de deuil par rapport à la proche aidance ou au décès d'un proche en font partie, et qu'on veuille les regarder ou non, à un moment ou non, ça viendra. Et donc, si on a des choses mises en place, tu parlais de partenariat, moi je trouve ça super intéressant, des partenariats avec des ressources externes, le côté programme de répit, le fait de... tu vois, ça me fait penser au côté, par exemple, naissance, quand les entreprises vont mettre en place des choses, notamment des crèches, c'est le premier exemple qui me vient, ou alors des cours de sport, parce qu'on sait que c'est bon pour les salariés de bouger. En fait, en réalité, le fond, il est le même, sauf que, oui, c'est des sujets qui sont plus délicats, plus douloureux, plus tabous, et que du coup, on préfère finalement passer sous silence, en fait. Et paradoxalement, quand tu fais rentrer ces sujets, tu vois, par exemple, la proche aidance, le deuil, tu vois, ce que toi tu proposes, par exemple, mais je te jure, les salariés, mais ils sont chauds bouillants. Parce que ce sont souvent des choses qui sont chez eux comme des cryptes, qu'ils n'ont jamais pu partager. Moi, j'ai jamais eu autant de connexion dans l'entreprise où je travaille que depuis que j'ai dit que j'étais salariée aidante, parce que j'ai écrit un témoignage dessus. Et il y a des collègues qui sont venus me voir en me disant, moi aussi, je suis aidant. Tu vois, alors je leur ai rien demandé. Tu vois, et donc tout d'un coup, comme tu dis, quand tu parles d'humanité, c'est que, en plus, ça peut venir. Moi, je sais que du coup, ça m'a rapproché de collègues, mais même ça a mieux servi le travail qu'on faisait ensemble. C'est un truc de dingue. Tu vois. Donc, quand tu dis on est des humains, en fait, quand tu connectes sur des sujets comme ça éminemment humains, en fait, ça sert ton business. Ça, parce que je te jure, il y a des collègues avec qui, j'étais dans une relation professionnelle et pas plus. J'écris ce livre, ils apprennent que j'écris ce livre, ils viennent me voir, ils me disent, moi, je suis aidant. Je me souviens très bien d'un collègue qui me dit ça. Tu vois, en plus, tu vois, les images, les préjugés qu'on a. Moi, à aucun moment, j'ai pu penser que ce gars, il était aidant. Le gars, il me dit, je suis aidant d'un. Et depuis, la relation de travail, elle est complètement différente. Donc, peu importe, mais juste, j'ai envie de dire, on se rend pas compte de tous les bénéfices que ça peut avoir, comme tu dis, de penser aux salariés comme des êtres humains, et de pas être juste dans l'énonciation de valeurs de valeurs toutes faites. Et quand tu parles de sac à outils, c'est tellement ça. J'ai eu un cas où j'ai un collègue qui est décédé. Je te jure, on était tous comme des poules devant un couteau, parce qu'on était en état de sidération. Donc, il y a un collègue qui a dit, on va ouvrir une cagnotte pour acheter pour une gerbe. Et tu vois, il y a un autre qui a dit, qui veut aller aux obsèques, là, j'ai une voiture. Alors, oui, on va me dire, ouais, mais non, c'est pas à l'entreprise de prévoir tout ça. J'ai envie de dire, oui, peut-être pas. Mais en fait, si tu le prévois, parce que tu vois, tout le monde peut pas aller aux obsèques parce qu'il faut tenir l'activité. Mais en fait, tu vois, donc c'est se dire, est-ce qu'on fait une minute de silence? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que tout le monde... Parce que tu vois, c'est des questions que tu vas te poser en situation de crise. En situation de crise, on n'est pas les meilleurs pour prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que quand j'étais attachée de presse de crise, pourquoi on faisait autant de répétitions? C'est comme les pompiers. Pourquoi ils n'arrêtent pas de courir et faire des entraînements? C'est parce que quand ils vont être vraiment dans le dur, en situation vraiment de feu ou d'urgence à la personne, ils savent que de toute façon, ils vont pas perdre pas moins de 50% de leur capacité. Donc, ils font tout pour que ce soit des automatismes, qu'il n'ait pas à réfléchir. Tu vois, et si, par exemple, ce collègue qui est décédé, tout de suite, on nous avait dit, ou on avait un truc en disant, attends, entre guillemets, à la checklist. Et puis moi, ce dont je me suis rendu compte après, c'est que
En fait, ce collègue, son existence, elle continue à transpirer. Donc, il y avait des photos de lui, tu vois, et ça, personne te le dit parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on veut pas penser à ça. Et je me souviens un autre collègue dans un service qui était décédé et qui, un jour, il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, excusez-moi, mais il faut absolument enlever ce visuel de la banque d'images. Parce que nous, ce collègue est mort de façon tragique et on voit ce visuel réapparaître tout le temps et c'est une souffrance pour nous. C'est une souffrance, on essaye de se reconstruire, on essaye ouais. Et en fait, et donc, tu vois, donc préparer, c'est tout ça, c'est se dire quel message on va faire, à qui on l'envoie, parce qu'il y a des gens qui vont dire putain mais tu m'as pas prévenu, mais en fait tu y as pas pensé parce que en fait vraiment il y a un état de sidération, à qui on l'envoie, où est-ce qu'elle est cette liste, et moi quand je suis en situation de crise, enfin attachée de crise, tout ça on l'avait organisé parce qu'on sait que quand tu vas être confronté à une explosion, parce que moi je travaille dans l'énergie, en fait la personne qui est sur le terrain très souvent elle est en état de sidération parce qu'elle voit les choses en vrai. Donc, elle t'appelle et toi, tu lui dis, écoute, tiens, je t'ai envoyé la liste envoyée. Tiens, c'est ça le communiqué de presse type. Si jamais tu dois parler, tu me parles avant, comme ça, je te fais un média training. Parce que, en fait, on n'est pas en situation de mobiliser le meilleur de soi parce que, on vit un événement exceptionnel. Et est-ce que dans un an, est-ce qu'on va faire un acte commémoratif ou pas? Tu vois, et c'est parce qu'on en parle qu'on va trouver ce qu'il faut faire. Et c'est pas au moment T que les bonnes idées apparaissent, en fait. C'est en situation de non-crise. Carrément. Et le terme de sidération, il est très juste et je trouve qu'il montre à quel point le fait que si on n'anticipe pas, tu t'as donné l'exemple avec les pompiers où le fait d'être dans la situation, ils perdent forcément une partie de leur capacité. Sauf que si ces capacités, elles ont été développées, elles ont été entraînées, du coup, il y a cette notion d'automatisme et ils vont pouvoir aussi s'appuyer là-dessus. Là, c'est aussi ça, c'est que on est tellement en sidération que c'est pas là où on va être bon pour réfléchir et juste, tu l'as très justement dit. Et donc, si on y réfléchit en amont, ça nous permet d'avoir des choses à dégainer assez facilement, un peu de manière automatique, sans trop réfléchir parce que on y a réfléchi avant. On s'est armé avant. Et donc, de ce fait, on sait, alors, il y a toujours la théorie et la pratique, on est d'accord, mais on sait potentiellement ce qui peut se passer et ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut dégainer. Et justement, je trouve que on a un peu trop cette vision, tu vois, même de la mort de manière globale, de la mort, du deuil. Non, on va pas en parler parce que c'est triste, puis parler de la mort, c'est vachement glauque. Mais il y a plein, et vous regardez dans les philosophies et même dans certaines sagesses orientales, occidentales ou les sagesses sacrées, sagesses autochtones, avoir une méditation sur la mort et penser à sa propre mort, c'est pas quelque chose de démoralisant. Au contraire, ça donne plus de contact à la vie. Et je trouve que ça me permet de faire le lien avec ce que tu disais, c'est que oui, on ne se rend pas compte à quel point le fait de faire rentrer ces thématiques de proche aidance, de deuil, de décès dans les process RH, en fait, dans le monde de l'entreprise, ça crée cette connexion émotionnelle entre les salariés, donc un environnement qui est soutenant, donc un environnement qui est ressource, dans lequel on se sent bien. Et si on s'y sent bien, on a envie d'y rester, on a envie d'y être, on a envie de le fréquenter. Comme tu dis, voilà, c'est peut-être des relations professionnelles qui ont changé, qui ont évolué avec l'exemple de ce collègue que tu donnais. Et en fait, ça montre à quel point, en fait, je vois pas de non-bénéfice. Tu vois, c'est comme ça que je devrais tourner. Je vois tous les bénéfices. Alors après, j'ai peut-être un regard qui est un peu biaisé. Je suis choquée là-dessus, mais je ne vois pas de non-bénéfices et de freins, en fait, à mettre en place ce genre de process dans le domaine RH et à tout niveau. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure côté business et on peut aussi le développer davantage si tu le souhaites. Tu vois, quand tu dis effectivement, t'es peut-être biaisé, peut-être, mais j'ai envie de dire de l'autre côté, les entreprises, alors en tout cas occidentales, elles sont elles aussi éminemment biaisées, qui est que on ne veut pas voir la mort, mais finalement, moi des fois je me dis, tu vois, il y a des projets, ils se terminent et ils se terminent, tu vois, et même si ça s'est bien terminé, c'est quand même une mort, c'est quand même un deuil qui est là, et parce que toi je sais pas, tu vois, tu t'es donné ou tu vois, pouf. C'est fini. Ah tiens, on va passer sur un autre sujet. Mais des fois, tu vois. Donc, je sais pas si t'es biaisé. J'ai envie de dire, en tout cas, de l'autre côté, on a aussi des entreprises qui sont que dans la performance, sans penser qu'en fait, ce qui fait la performance, ce sont ses salariés.
et que ces salariés, ce sont des êtres humains, et les êtres humains, eux, ne sont pas faits comme ça pour faire plouf, plouf, plouf. Non, tu as besoin de transition, tu as besoin de choses, et ça se passe, comme tu dis, enfin, j'ai l'impression que ça se passe quand même mieux quand on accepte, on est OK avec la fin de quelque chose. Moi, à toutes les fois où l'entreprise, elle n'a pas voulu accueillir qui j'étais, donc c'est-à-dire Christelle qui n'était plus seulement la working girl, qui comptait pas ses heures, parce qu'avant, ma vie, c'était ça. Moi, ma réussite, c'est la réussite professionnelle. Donc, moi, je ne comptais pas mes heures. J'étais soi-disant talent, tu vois, donc fallait faire partie des cadres à haut potentiel, dirigeants, nanana. Et puis, est arrivé ce qui est arrivé, la maladie de ma mère, sa perte d'autonomie. Et j'étais plus uniquement cette Christelle working girl, j'étais aussi Christelle working girl aidante. Et à partir du moment, toutes les fois où on n'a pas voulu accepter que j'avais aussi cette facette-là, pour moi, c'était d'une violence extrême, en fait. Et comme tu dis, il peut pas avoir de bénéfice à demander à un salarié de cacher son identité. Il ne peut pas avoir de bénéfice à ça. Tu peux pas demander à un être humain de ne pas être ce qu'il est. On n'arrête pas de le dire pour l'identité de genre. C'est la même chose, en fait. Ce qui se passe trop souvent dans les entreprises, c'est qu'elles te demandent de ne pas être aidant. Mais en fait, c'est pas possible. Je suis aidant, donc venez, on cherche ensemble, parce qu'il y aura des bénéfices. Comment faire? Mais ne me demandez pas de ne pas être qui je suis. Tout comme moi, je vais pas demander à l'entreprise de ne pas chercher la performance. Et comme tu dis, pour moi, il y a pas de non-bénéfice. Ouais, c'est ça. Et puis on peut chercher la performance en étant humain, quoi. Enfin, en ayant cet aspect humain. Et justement, comme on dit, c'est que d'un point de vue business, pour les entreprises, il y a aussi, alors business, il y a rien de méchant ou de mauvais. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont proches aidantes ou des personnes qui sont aussi en deuil, le voyez pas d'un mauvais œil. C'est juste que comme toute entreprise, une entreprise, elle a besoin de vivre. Elle a besoin de faire marcher son activité et pour ça, elle a besoin de faire du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de logique consumériste ou quoi que ce soit derrière. Il y a juste une logique une entreprise, si elle se crée, c'est pour fonctionner, pour proposer quelque chose et pour ça, il lui faut du chiffre d'affaires. C'est vraiment quelque chose de mathématique et de toute simplicité. Mais donc justement, dans cet aspect aussi business, je l'ai cité au tout début, notion de RSE et de QVCT aussi dont on parlait. Et en fait, c'est aussi des points sur lesquels les entreprises peuvent se mobiliser, où il y en a déjà certaines qui se mobilisent en partie ou à petite ou à plus grande échelle et qui en voient déjà les bénéfices. Et justement, il y avait cette notion d'utilité publique en fait qu'on avait aussi envie d'aborder. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler RSE notamment, QVTC, donc qualité de vie au travail, donc RSE, responsabilité c'est sociétal d'entreprise. Bon, sauf que aujourd'hui, en tout cas la RSE, c'est beaucoup porté par l'écologie, ok, mais en fait, l'écologie, ça peut aussi intégrer l'humain et la ressource humaine que sont les salariés. Moi, je trouve ça très étrange de décorréler à ce point la lutte contre le dérèglement climatique et de pas être dans une démarche écologique globale, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés soient dans un cadre de vie, de travail qui soit aussi écologique pour eux. Et la dimension écologique, ça va être ce qu'on a dit, ça veut dire que ce sont des êtres humains avec des vulnérabilités. Personne n'aime être vulnérable, mais that's life. L'humain est un être de vulnérabilité. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il arrive aussi à surmonter, à processer ses vulnérabilités pour devenir autre chose, pour aller sur autre chose. Mais on est comme ça. Et c'est vrai que moi, ce truc où je vois les entreprises qui sont là, oui, alors bon, j'exagère, oui, on a recyclé tant de bouchons et tout. Je leur dis, non, mais écoutez les gars, ok, c'est très bien, t'as recyclé des bouchons. Évidemment, t'as compensé du CO2, c'est éminemment important, mais soyons en mode systémique. Se dire que aussi, voilà, tes salariés font aussi partie, sont une ressource et tu dois aussi veiller à l'écologie de ces salariés.
je trouve ça très étrange. Moi, je vois des entreprises, oui, je suis entreprise à mission, ça c'est le nouveau credo. T'es entreprise à mission et tu peux même pas bien traiter tes salariés. T'as un salarié qui est en deuil, t'as un salarié qui dit qu'il est proche aidant et la solution c'est de le mettre au placard ou de lui dire vas-y, mets-toi en arrêt. Mais non, en fait, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Carrément, et je trouve ça justement intéressant de mettre en lien RSE et QVCT par rapport à l'écologie et de prendre pour moi, le sens global d'écologie, c'est que si demain on a une planète qui est meilleure et qui est en bonne santé, etc., sur laquelle on peut être bien, c'est super. Mais si on a des êtres humains qui ont une santé mentale pourrie, finalement ça va pas aller non plus. Et je trouve que la notion de systémique, elle est centrale. L'idée, c'est pas de dire ne faites pas d'écologie, faites que du deuil et de la proche aidance, ou ne faites pas de deuil et de proche aidance, faites de l'écologie. Non, c'est juste on n'est pas obligé de mettre tous nos œufs dans le même panier pour reprendre des anciennes expressions. Mais en fait, tu disais tout à l'heure, je sais plus comment tu l'as dit, on est multifacette ou multipotentiel, ou je sais plus comment tu l'as dit réellement. Oui, on est Cette multidimensionnel, quoi. Oui. Multidimensionnel, merci. On a plein de dimensions et donc par définition, ces dimensions, elles ont toutes besoin d'être alimentées et on n'est pas obligé d'en alimenter qu'une seule. Moi, je donne souvent l'exemple d'un Sims. Tu sais, je sais pas si ça te parle ce jeu vidéo des Sims où il y avait des petites barres pour aller aux toilettes, pour le côté social, pour le côté manger. Mais on pouvait pas faire tout en même temps. On faisait une barre après l'autre. D'abord, on allait aux toilettes, la barre elle était dans le verre, on était content. Puis après, il fallait aller manger. Dès qu'on avait mangé, il fallait aller voir les copains. C'est pas ça la vie, en fait. On n'est pas des Sims avec des barres. C'est clair, avec des barres. Des barres, mais on peut les jauger au fur et à mesure et avancer sur plusieurs barres en même temps. Et je trouve que la perspective, elle est totalement différente. On n'est pas obligé d'être focus sur un seul point. On peut justement, en fait, et en plus de ça, souvent, alimenter l'un des points, l'une des dimensions, l'un des pôles, ça vient aussi en écho alimenter les autres, en fait. Mais totalement. De toute façon, comme c'est un système, ça vient alimenter. Et à l'inverse, quand entre guillemets, tu appauvris un aspect pour un autre, c'est un jeu de vase communicant. Donc, attention à pas polariser sur un sujet plutôt que d'être dans une approche un peu plus globale et quelque part organique. Parce que c'est vrai que je me dis, alors je le dis maintenant parce que moi j'y suis confrontée et c'est vrai que avant c'était un angle mort, mais je me dis ok, venez, on essaye de bouger, on essaye de donner une autre d'enrichir la dimension de RSE et de qualité de vie au travail. Évidemment, ça peut être, on entend beaucoup les troubles musculo-squelettiques ou autres, mais se dire en fait la qualité de vie au travail, elle est très large et elle englobe plein de choses. Et je me dis, une entreprise, elle vit dans son époque. Et aujourd'hui, l'époque, c'est bien évidemment l'écologie, la lutte contre le dérèglement climatique, mais c'est aussi cette problématique de dépendance, de vieillissement, du fait qu'on va devoir travailler tous plus longtemps. Donc, de toutes les façons, je veux dire, l'entreprise, elle va devoir s'en saisir. Tu as des gens qui vont vivre plus longtemps, mais pas forcément en meilleures conditions. Enfin, en tout cas, à l'âge avançant, des fois, les conditions de vie vont être plus difficiles, va avoir de la perte d'autonomie. Et en même temps, on va avoir des gens, en tout cas en France, qui vont travailler plus longtemps. Donc, j'ai envie de dire, les danses, elle ne peut que rentrer, les danses, la dimension du deuil, la mort, elle ne peut que rentrer de plus en plus dans les entreprises. Donc, je me dis, celles qui vont s'en saisir et venir nourrir le RSE, leur QVTC avec ces sujets, c'est elles qui ont tout compris parce qu'en fait, elles font un pas de géant, elles ont un temps d'avance de géant. Oui, elles ont un temps d'avance de géant parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, l'État va légiférer, il va dire écoutez, ça va être comme les travailleurs en situation de handicap, on va arrêter la bonne volonté des entreprises, on va vous mettre un pourcentage, on l'a fait aussi pour féminiser les instances de direction. Et du coup, quand les entreprises elles sont amenées à faire ça en situation d'obligation légale, en fait, les salariés, on n'est pas débiles. Hein. On comprend bien que tu le fais parce qu'en fait, la loi, t'as le fait aux fesses, en fait. Et du coup, ensuite, quand tu communiques, t'as pas le choix. Et quand tu communiques là-dessus, c'est mon métier, moi, à la com. Hein. Donc, en fait, les gens, ils voient que c'est de la com et que c'est pas réel. Donc, soit on attend que la loi passe et puis, en fait, tes salariés, ils voient bien que c'est du washing. Soit on fait le truc dès le début, avant même qu'on soit dans l'obligation. Et comme tu dis, ça va renforcer la dimension
de travail ensemble, humaine. Ça va permettre même de flécher des nouveaux produits. Parce que des fois, je leur dis, mais en fait, les produits que vous faites, on pourrait se dire, est-ce que ce produit que tu imagines, est-ce qu'un salarié aidant, est-ce qu'un aidant, un client aidant, il y trouvera un bénéfice? Donc, ça peut marcher à plein de niveaux de faire rentrer ces dimensions de l'approche aidance ou du deuil. Tu vois, moi, je suis toujours choquée, en fait, quand t'as un deuil, t'as un décès, pour faire clôturer les contrats, quel qu'il soit, bon courage, quoi. Mais t'as envie de dire aux boîtes, mais vous savez qu'en fait, un client, il peut mourir. Ah non, il nous faut pas un certificat de décès, mais il faut tel truc. Mais oui, on a compris que vous voulez continuer à prendre de l'argent, mais t'es sérieux là? Tu veux continuer à prendre de l'argent sur quelqu'un qui est mort? Est-ce qu'on parle bien de ça? Tu vois, donc tu pourrais te dire, c'est éthique et écologique. Ouais, est-ce qu'on peut pas imaginer un produit où, je sais pas moi, des produits où régulièrement, on s'assure que, je sais pas, peut-être pas que la personne est décédée, mais quand on a l'information du décès, tout de suite c'est automatique, on interrompt. Enfin, tu vois, on peut imaginer des produits où on pense le produit aussi dans ces aspects-là, décès. Mais tu parles à n'importe quel proche aidant pour faire clôturer un contrat, mais mais je te jure, mais c'est la guerre. Moi, pour faire clôturer des assurances, oui, mais il faut le jugement du tribunal. Donc, il faut 6 mois, tu envoies le jugement du tribunal. Ah oui, mais non, c'est pas possible parce que il y a une clause, il faut attendre que le contrat. Mais en fait, les amis, vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment que derrière, si je dois reprendre une assurance, je vais la reprendre chez vous? Donc, tu vois, donc on peut même faire rentrer ces sujets dans le monde de l'entreprise. J'ai envie de dire, même les produits que l'entreprise proposerait, ils gagneraient en pertinence. Non, mais moi, j'allais dire en authenticité. Tu vois, c'est le mot que j'ai depuis tout à l'heure quand je t'entends. C'est vraiment cette notion d'authenticité plutôt que d'être forcé à mieux vaut prévenir que guérir. Encore une fois, c'est ce qu'on défend et c'est le message qu'on avait envie de partager depuis tout à l'heure. Et je trouve que, en fait, ce qui se passe au niveau des entreprises, on parlait de systémique, ce qui se passe à un niveau plus haut, je pense que c'est ce qui se passe pour une bonne partie des êtres humains, c'est que tu parlais de changement. Tu disais, oui, l'époque n'est plus la même, l'époque change. En fait, cette notion de changement, on veut pas changer. On est bien dans notre, ce qu'on appelle parfois la zone de confort inconfortable, ça nous plaît pas, mais ouais, mais bon, on sait pas, l'herbe est plus verte ailleurs, mais on sait pas réellement ce qu'on va y trouver, donc du coup, on change pas, on reste dans notre petit truc, peut-être un petit peu pourri, mais finalement, c'est pourri, mais c'est bien quand même. Ouais, mais il peut se passer des trucs où ça peut être bien, en tout cas mieux que pourri, quoi. Et vraiment, je le prends avec un air un petit peu de rigolade volontairement et un aspect innocent de gosse, mais c'est réellement ça. Et en fait, si on travaille cette notion du changement, et c'est pour ça aussi que je prône cette notion de tout changement est un deuil, plus ou moins simple, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, c'est ce processus tu disais tout à l'heure, de facilitation aussi. C'est ça, en fait, c'est de réussir à faciliter un processus qui est naturel. Changer, c'est inconfortable, ok, pour tout le monde, pour une entreprise aussi, parce que du coup, ça implique d'autant plus de gens, ça implique d'autant plus de systèmes, mais c'est pas parce que c'est inconfortable que justement c'est irréalisable. Et on avait aussi envie de finir là-dessus. On en parlait ensemble. Je te disais, pour moi, les salariés sont avant tout des êtres humains. Et depuis tout à l'heure, tu vois, tu parles de légiférer. Du coup, ça me fait penser à cette notion de code du travail. Et dans le code du travail, une entreprise, elle a des droits qu'elle a le droit de faire respecter, du coup, et qu'elle demande à respecter. Ce qui fait que ce salarié a le devoir de respecter ce qu'une entreprise a demandé. Mais moi, j'ai envie qu'on retourne juste un instant, c'est que, oui, les entreprises, elles ont des droits, mais elles ont aussi des devoirs. Et par conséquent, les salariés ont des devoirs, mais ils ont aussi des droits. Et quand on parle d'utilité publique, c'est que tout ça, en fait, ça fait partie des droits d'un salarié. Et je pense que c'est vraiment dommage de le bafouer, alors qu'il y a de multiples bénéfices en termes personnels, individuels, pour le salarié en proche aidance ou le salarié en situation de deuil, pour ces notions de cohésion d'équipe, pour ces notions de partage, d'ouverture à l'autre, d'ambassadeur comme on a pu en parler, et le fait que ça nous met sur un pied d'égalité, parce que oui, même si on se dit ça n'arrive qu'aux autres ou ça arrive que dans les films, on sait que ça peut aussi nous arriver, et on sait qu'il y a un truc qu'on partage avec même notre pire ennemi, c'est la mort. On va tous mourir. On ne sait pas quand. Clairement. On va tous mourir. Désolé de nous rappeler à la réalité, celle qu'on veut justement pas voir. À un moment, il faut aussi mettre les pieds dans le plat pour pouvoir justement changer les choses. Tu as tout dit.
les entreprises ont des droits, les salariés des devoirs, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et comme tu dis, et être dans cette égalité, en tout cas dans les deux sens, parce que sinon, en fait, ça ne marche pas, ou ça va marcher moins bien. Et c'est vrai que je suis sensible au fait que tu insistes sur le changement, le fait que c'est difficile, parce qu'il y a quand même, je trouve, tu vois, un truc de l'époque où, je sais pas, le changement, c'est génial. Non, 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 non. C'est exactement ce que tu dis. Le changement, c'est inconfortable. On n'aime pas changer. Même si après, ça peut être mieux. On n'aime pas changer. On n'aime pas changer. Donc, quand tu sais ça, tu vois, j'ai envie de dire, déjà, tu arrêtes de t'en vouloir, de pas bien vivre, tu vois, les choses. Ouais. Parce qu'on Tu te mets moins la pression. oui, tu te mets moins la pression. Et pourquoi ça me fait tiquer quand tu dis ça? C'est parce que dans les entreprises, il y a ce culte du le culte du changement. Le changement, c'est bien. Mais c'est pas vrai, les amis. Personne n'a envie de changer. Personne. La preuve, regardez, ce que l'on constate beaucoup, c'est par contre la résistance au changement. Et là, je parle notamment pour le deuil, pour les salariés aidants. Si on émet tellement de changements, venez, on modifie les organisations. Allons-y, venez, on change. Dans les codes. Voilà. Non, tu vois bien qu'en fait, personne n'a envie de changer. Les entreprises et les managers et les salariés, moi la première, j'aurais aimé ne pas être confrontée au fait de changer d'emploi, tu vois, de devoir appeler des EHPAD, de faire des lettres de motivation pour des EHPAD. Excuse-moi, moi, quand je l'ai vécu, je trouvais pas ça du tout super comme changement. J'étais plutôt en résistance. Mais à partir du moment où tu vois, tu te dis, non, en fait, le changement, c'est toujours inconfortable. Une fois que tu le sais, en fait, tu te jettes pas tu te jettes pas des pierres en disant, oh là là, mais je suis vraiment quelqu'un de bizarre, parce que c'est ça que tu te dis. Et quand l'entreprise, elle te renvoie à l'image de que tu es quelqu'un de bizarre parce que tu changes, c'est terrible. Alors que si l'entreprise a dit, ouais, ok, c'est compliqué, ok, c'est compliqué pour nous aussi, mais viens, on va changer ensemble, on va trouver des ajustements. Eh bien, je trouve que c'est plus facilitant et comme tu dis, c'est juste l'humanité, mais au sens propre, dans le sens où l'humain, il n'a pas envie de changer, mais il est obligé. Donc, faisons-le ensemble, quoi. Et puis, il y a ces notions derrière ce que tu dis, quand tu dis résistance, il y a des peurs aussi. Oui. On a peur, on n'a pas envie d'aller voir ces choses-là, et ce qui est tout à fait normal. Mais c'est pas parce que, je dis souvent cette phrase aux personnes que j'accompagne, derrière la peur, il se cache des choses magnifiques, mais encore faut-il y aller et aller au devant de ces choses-là et de le faire avec ses peurs, en fait. Et derrière le changement, il peut y avoir des choses très... Je trouve ça super. Ça, avec ses peurs, parfois avec son passé. Enfin voilà, il y a des choses qui sont possibles à faire. C'est pas simple, ça prend du temps. Il y a cette notion de processus. Enfin, si je refais le parallèle avec le deuil, c'est un processus naturel qui prend du temps, où ce temps est propre à chaque individu, si je continue mon parallèle, à chaque système ou à chaque entreprise, parce qu'il y a des moments où ça peut être plus simple et d'autres moments où ça peut être plus compliqué. Et en fait, c'est juste OK. Mais rien que le fait d'être déjà en chemin et d'être dans la démarche, c'est déjà en fait faire les premiers pas, c'est déjà faire quelque chose, c'est déjà se dire qu'on a envie de pouvoir changer ces choses-là. Et en même temps, je prends souvent ce parallèle parce que je trouve ça intéressant. On résiste au changement comme on est justement en train de le dire là. Pour autant, dans notre corps, ça change tous les jours. C'est tout le temps en train de changer. Nos cellules sont tout le temps en train de se régénérer. Il y a juste à vous couper ou à vous faire une blessure et vous allez voir qu'il n'y a rien besoin de faire. Et vous avez beau résister au changement de la cicatrisation de votre corps, ça ne changera pas. Voilà, on est tout le temps en train de changer, d'évoluer. On accepte les changements positifs, une promotion, un déménagement dans un logement plus grand, un mariage, une naissance, tout ça c'est positif. Là, généralement, on est plutôt content. Bien que parfois ces changements positifs nous apportent de l'inconfort et on est tout de suite un petit peu moins content. Voilà, pour reprendre encore une fois cette métaphore. Mais ça fait partie de la vie en fait. C'est ça, c'est totalement. Que ce changement, ce deuil, ces morts, ces transitions font partie de la vie. Donc en fait, arrêtons de fermer les yeux là-dessus. Oui. Puis oui. Non, mais comme tu dis, arrêtons de fermer les yeux là-dessus. C'est vrai que moi, je suis un peu en mode très étonnée parce que oui, je sais pas pourquoi je suis très étonnée, mais de voir à quel point, effectivement, en tout cas dans l'entreprise, en tout cas oh mon Dieu, oui, tout comme tu as un collègue, on est là, tu as des collègues qui se suicident, etc. Et tu vois,
vois, on fait quoi? On retourne au travail normal, style de rien? Enfin, c'est quand même très étrange, tu vois. Enfin, mais de fait, c'est ce qui se produit. De fait, c'est ce qui se produit. Alors moi, ça va, j'ai une psy, mais tu as envie de dire, est-ce que vous pensez vraiment que la productivité, elle va être au top? Enfin, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Que faisons-nous de cet événement qui nous a tous touchés? C'est pour ça, moi, j'aime bien les expressions dans les boîtes, conduire le changement. En fait, tu vois, mais c'est normal, les entreprises, tu as un objectif, donc tu dis, bon, je suis à A, je vais aller à B. Donc, t'as des trucs, oui, conduire le changement, mais tu conduis rien du tout. Au mieux, tu l'accompagnes, mais en fait, tu conduis pas le changement. Et quand je vois comment, des fois, on conduit le changement, où on ne prend que certaines facettes, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon expérience en attaché de presse de crise, parce que, en fait, t'imagines des trucs et la réalité, elle va toujours t'amener un truc en plus qui fait que ça fait complètement exploser tes plans. Et c'est là que tu vois si tu sais changer ou pas, parce que tu as tout ce que tu avais imaginé et en fait, tu as un autre événement qui te fait complètement renégocier les choses différemment. Mais en même temps, c'est la vie, en fait. Non, mais carrément. Merci énormément, Christelle. J'ai envie de dire d'avoir mis les pieds dans le plat avec moi, tu vois, d'une certaine manière, et de s'être autorisé, toi et moi, à pouvoir partager ces sujets, à pouvoir être ensemble. Et puis, c'est OK de pas avoir envie d'en parler. Mais justement, quand on parle de résistance au changement, j'espère qu'on aura pu amener, je dis souvent passer de la résistance à la résilience dans mes accompagnements, amener un petit peu de résilience, ou en tout cas de pouvoir nourrir ces réflexions-là ensemble, et puis de pouvoir nourrir les réflexions des autres personnes si tel était le cas. Et puis je te propose pour terminer notre entretien, déjà je te remercie, et puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter pour conclure? Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est un grand merci de m'avoir invité. Merci aussi de faire ce que tu fais, ce que tu proposes, parce que c'est osé, c'est nécessaire de parler de sujets du deuil qu'on n'a pas forcément envie. En tout cas, je parle pour moi. Et c'est tout. Et voilà, juste merci de cette connexion. Merci à toi. Et puis, moi, j'ai envie de dire, j'aime bien finir par un petit passage à l'action. Alors, s'il y a des RH, des managers, des dirigeants d'entreprise qui ont écouté ce podcast, qui ont des retours, qui se disent, OK, on ne sait pas comment faire, mais on a l'envie de faire ce premier pas, justement cet élan, ce mouvement, connectons-nous et discutons-en, en fait. Ensemble, on va plus loin. Et je pense pouvoir parler, sur le peu que je connais de toi, je pense pouvoir parler en nos deux noms pour ce message de conclusion. Totalement, pour nos deux noms. Écoute, un grand merci à toi, Christelle. Et puis, dans tous les cas, on reste en lien. Et je te dis à très, très vite. À bientôt. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous pour être informé et donnez-lui la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort. Et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.